beaucoup. Édouard, est-ce que ça va? Ça va très bien? Oui, ça va. Ça va très bien. Bon. Donc, en Russie, ça commence le printemps, c'est ça que tu étais en train de dire? Oui, la neige fond, les journées deviennent plus longues. Il fait jour encore, ce qui n'était pas le cas encore il y a une semaine, parce que en été, ce sont les crépuscules, c'est-à-dire même à Moscou, comme tu le sais, il ne fait pas nuit vraiment. Voilà. D'accord, Et à d'accord. Saint-Pétersbourg, il y a les nuits blanches. Voilà. Comme nous sommes Bon. assez au nord de l'hémisphère Ouais. nord. Mais quand j'étais en Russie, c'était l'été et donc c'était l'été et les journées elles ont été plus longues. Mais maintenant, il commence encore le printemps, ça veut dire que la journée commence à être longue, mais pas comme dans l'été. Oui, oui. Oui, chaque semaine, la journée augmente de environ de 10 minutes, de 15 minutes, comme ça. Voilà. 3 minutes par jour. Pendant le printemps, ça monte assez vite. Voilà. D'accord, d'accord. Très bien. Alors, on va commencer notre leçon d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce sera la leçon 15, les langues du Ouais. groupe sino-tibétain. Sino-tibétain ou tibétaine? Sino-tibétain. Le groupe sino-tibétain, Oui, avec le parce que c'est chinois, le tibétain et le coréen. Même que le ouais. coréen, il n'est pas une langue sino-tibétain, mais il est une langue altaïque, mais on va quand même parler. Oui, exactement. Surtout euh, que la Chine a influencé par sa culture, voilà, la culture coréenne. D'accord, Voilà, on ça va je vais voir vous ça. montrer. Tu veux commencer par le chinois ou par le tibétain ou le coréen? Pas par le chinois, s'il te plaît. Le chinois. Je vais ouvrir le plein en seconde. Et voilà, il est Oui, là. c'est ça. Alors, Voilà allons-y, donc, c'est avec toi, ouais, mon bel Édouard. merci. Merci. Donc, avant de présenter le sujet, euh, je vais parler de mes contacts avec les Chinois, avec les personnes chinoises. Tout d'abord, il ne faut pas oublier que c'est une langue presque monosyllabique, c'est-à-dire les mots, c'est une syllabe, une consonne et une voyelle et avec l'intonation soi-disant mélodique. C'est-à-dire, si tu te trompes de l'intonation quand tu prononces un mot, si tu te trompes de l'intonation, le chinois ne va pas te comprendre. La personne chinoise ne comprendra pas, à tel point la mélodie dans cette langue est importante. Un jour, si j'ai la possibilité de parler sur l'homme néandertalien, on Édouard, verra seulement une que seconde. Est-ce que tu comprends si je te dis que ma rhinite, elle est attaquée? qui, pardon, Est-ce que tu comprends si je dis que ma rhinite, elle est attaquée? il est attaqué par qui? Ma rhinite, la rhinite. Tu comprends ça? La rhinite? Oui, tu comprends? Si je Non. dis que la rhinite, elle est attaquée sur moi, je suis mal avec la Ah, rhinite. tu veux dire que tu souffres de la rhinite, c'est ça? Non, 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 je voulais juste te dire que tu vas voir que je ne suis pas très bien, mais on marche. Mais je voulais seulement dire que je ne suis pas très bien, mais quand même, ça roule, on avance. Ça, c'est l'essentiel. Ouais, allons-y. Voilà, donc, un jour, si j'ai l'occasion de parler de l'homme néandertalien, on verra que cet homme, il n'articulait pas,
mais il chantait, c'était uniquement les mélodies qu'il sortait pour communiquer, d'après les suppositions. Donc, ce n'est pas étonnant qu'une langue contemporaine soit mélodique. Et voilà, et donc aussi, il y a d'autres langues comme le grec où il y avait l'accent tonique ou l'accent mélodique dans une phrase, mais chez les Grecs, ça ne changeait pas de sens. C'était juste la manière de parler. Tandis que pour les Chinois, ça change de sens. Encore, il faut dire que ce n'est pas une langue, ce sont plusieurs langues, à tel point, parfois il y a des langues qui sont très éloignées, à tel point que les deux Chinois peuvent ne pas se comprendre. Voilà. Et quand j'étais à Paris, il n'y a pas longtemps, il y avait deux étudiants chinois qui préféraient parler l'anglais parce que ils ne se comprenaient pas. Seulement, leur dialecte ou leur langue était éloignée. Eh bien, donc, la famille sino-tibétaine, euh, donc, il y a plusieurs langues chinoises et aussi la langue tibétaine, dont je ne vais pas parler spécialement parce que avant tout, c'est l'écriture qui est différente, mais la grammaire et le reste, c'est un peu pareil. Donc, commençons par la langue chinoise. Donc, les pays sont la Chine, Taïwan, Singapour, Indonésie, les îles des Philippines et autres communautés chinoises. Nombre de locuteurs, plus d'1 milliard, et eux, ils s'appellent sinophones. Donc, les langues chinoises, le chinois simplifié, cette variante existe pour que les Chinois puissent se communiquer malgré leurs différentes prononciations. La langue traditionnelle est le Piwing, qui s'appelle Zhonghuo et Yuan, ou langue sinitique, souvent désignée dans leur ensemble sous le nom de chinois. Il y a au moins 7 langues. Le chinois qu'on étudie à l'étranger s'appelle le mandarin, ou en chinois, Guanhua, la langue des officiels, ou bien les parlers du Nord, voilà, où on parle ce dialecte ou cette langue au nord ou au nord-ouest de la Chine. C'est la langue la plus parlée au monde. Environ 850 millions de locuteurs. Standardisé, le mandarin est la langue officielle de la République populaire de Chine et de la République de Taïwan et de Singapour. Après, l'autre langue qui est très répandue, c'est le WU, parlé à Shanghai, dans le Jiangsu et dans d'autres régions. Environ 77 millions de locuteurs. Voilà, si tu pouvais monter la page, s'il te plaît. Voilà, encore. Voilà, je vais continuer par le point numéro 10. Aussi, il y a le cantonais, parlé dans différentes provinces, surtout à Hong Kong, en Asie du Sud-Est et par certaines immigrés ou communautés, la diaspora chinoise. Donc, le chinois archaïque dont ces langues sont issues n'était pas une langue à ton, c'est-à-dire n'était pas une langue avec l'accent mélodique, et se distinguait fortement de langue moderne par son type sur le plan phonologique comme sur le plan morphologique.
Les langues chinoises sont apparentées, comme nous avons dit, aux langues sino-tibétaines. Mais il existe aussi d'autres groupes euh, plus, réduits qui ne sont pas ni classés ni étudiés. En fait, ce qui est intéressant, c'est que si on parle de la langue Dungan, parlée en Asie centrale, elle est très apparentée au mandarin. Cependant, on ne la considère généralement pas toujours comme chinoise, car elle est écrite en cyrillique et parlée par les Dungan, hors de République populaire de Chine. De plus, ils ne sont pas considérés comme faisant partie de la diaspora chinoise à quelque niveau que ce soit. Mais quand même, comme c'est très proche du mandarin, à mon avis, on peut bien la classifier comme une langue chinoise, faisant partie des autres langues. Mais ce qui est intéressant, elle est écrite en cyrillique. Parce que je me souviens, quand tu étais à Moscou, tu m'as demandé est-ce qu'il y avait beaucoup de langues qui écrivaient en cyrillique, et je t'ai répondu que ce n'était pas seulement le russe, mais aussi certaines républiques musulmanes, et aussi, comme tu peux voir, même un peuple appartenant au peuple chinois qui écrit en alphabet cyrillique. Voilà, si tu pouvais monter la page suivante, s'il te plaît. Comment est-ce qu'elle s'appelle l'écriture chinoise? L'écriture chinoise, j'ai oublié le nom de l'alphabet, mais ça va me revenir. D'accord, d'accord. Voilà, On avance. voilà, donc, voilà. Encore, ce qui est très intéressant, que il a existé aussi un code d'écriture chinoise exclusivement utilisé par des femmes. C'est ça ce qui est très curieux. Voilà. Nous allons voir aussi l'histoire semblable avec le coréen, quand pour les femmes, il y a une spécialité, et ici, donc, un code d'écriture utilisé par des femmes, le Mushu, utilisé dans une région où autrefois les femmes n'avaient pas le droit d'écrire. Voilà, et donc ils ont inventé leur propre code. Donc, parlons disons quelques mots sur les traits grammaticaux communs. Et aussi, je vais souligner que c'est aussi typique pour la langue tibétaine, non seulement pour la langue chinoise. Voilà, contrairement à Attends une une idée. seconde. Ce code, il était exclusivement utilisé par des femmes, mais les femmes n'avaient pas le droit d'écrire. Comment Oui, ça? justement, c'est-à-dire, elle ne pouvait pas écrire l'alphabet commun pour tous les Chinois. C'est pour ça que elles ont inventé leur propre code, en quelque sorte une variante de l'alphabet. Voilà. Donc, la grammaire des langues chinoises n'est pas uniforme d'une langue à l'autre. Toutes les langues sont tonales, c'est-à-dire ce fameux accent mélodique. Elles sont à tendance monosyllabique, et j'ai souligné en rouge que c'est l'une des différences principales du japonais. C'est pas seulement la différence, comment dire, superficielle ou à la surface, mais ça sous-entend la profondeur de la syntaxe et de la structure grammaticale. C'est quand je t'avais dit que le chinois et le japonais, ça n'avait rien de commun, rien à voir l'une avec l'autre langue. Et voilà, et c'est l'une des différences
majeure et principale. Voilà, dans les langues monosyllabiques, l'unité fondamentale de sens et de son ou morphème est la syllabe. Mais ça ne signifie pas que tous les mots sont monosyllabiques, mais je dirais la majeure partie des mots. Elles sont isolantes. Les morphèmes sont invariables et ne connaissent aucun type d'accord, ni flexion nominale, ni conjugaison. D'où l'importance de la syntaxe, c'est-à-dire l'ordre des mots est primordial. Voilà. Par exemple, comme en français, l'ordre de mots est très important, assez normatif, mais il y a d'autres langues comme le russe ou le latin où l'ordre des mots est toujours libre. Voilà, c'est-à-dire on peut former une phrase en latin ou en russe et l'ordre des mots est absolument libre. Tu peux mélanger comme tu veux toutes les variantes. Et c'est pas le cas, de la langue chinoise. Elles utilisent des particules aspect temporel et modal. Le verbe est actualisé au moyen des particules, la plupart du temps post-verbal, qui renseignent sur le temps, l'aspect, le mode de procès et le mode de verbe. On emploie pour indiquer la classe sémantique à laquelle appartient un terme. Ça, c'est très, très curieux. Voilà, donc je répète cette phrase. On emploie un nom pour indiquer la classe sémantique à laquelle appartient un terme, c'est-à-dire la classe des objets longs ou plats, classe des animaux, classe des paires, classe des divisions d'un ouvrage de poésie, etc. Voilà, c'est-à-dire pour préciser un mot qui est généralement très court, par exemple, mais disons chi, voilà, chi, c'est tout. Pour préciser son sens, on va employer encore un autre mot, justement pour classer cet objet désigné. Si c'est un animal, si c'est un vers de l'ouvrage poétique, etc. Voilà, c'est ça ce qui est très intéressant et pas facile à comprendre, surtout à l'utiliser en pratique. Voilà. Et donc, l'influence culturelle chinoise sur la Corée. N'oublions pas que le coréen, ce n'est pas la langue sino-tibétaine, mais sur plusieurs pays, on peut noter l'énorme influence culturelle de la langue chinoise. Voilà, à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ, les Chinois commencent à s'introduire dans la péninsule coréenne, apportant avec eux leur culture. La contrée commence avec le nord de la Chine, plus proche, qui leur vend des objets d'art, et à partir de 108 avant Jésus-Christ, les Han soumettent les tribus et établissent 4 commanderies avec un peuplement exclusif de Chinois du Nord. Quand je vais parler du coréen, je dirais que pendant longtemps, il y avait une lutte culturelle entre l'alphabet chinois utilisé par les Coréens et l'alphabet coréen, voilà, qui est basé sur l'alphabet tibétain. Encore l'influence culturelle sur le Vietnam. En 111 avant Jésus-Christ, les Han de Chine conquièrent la dynastie Trieu vietnamienne, imposant lourdement 1000 ans de domination. Depuis Guangxi, les généraux chinois
instaure le chinois comme la langue officielle de la contrée. Les différents idiomes se mélangent avec le vietnamien naissant, créant, créant la langue sino-viet. À la suite de cela, la culture chinoise se répand en Jiaoqi, faisant perdre les racines viet indigènes de la population. À l'indépendance de 1968, le Vietnam est profondément sinisé, c'est-à-dire influencé par la culture chinoise. La langue transformée et la culture est assimilée. Voilà, pour revenir au Tibet, pour parler de la langue tibétaine et aussi de la langue chinoise, comme j'ai dit, au niveau de grammaire, de précision des mots, de tout cela, il n'y a pas de grandes différences. Et comme les mots sont très courts, on doit préciser davantage parce qu'un seul mot, imaginons cette situation, un seul mot, pas un seul mot, je dirais une seule syllabe, une voyelle, une consonne, d'abord peut être prononcée différemment au niveau mélodique. Il y a environ 7 voire 10 intonations d'un mot. Et donc, c'est presque la mélodie chantante qui précise, qui indique plutôt le sens d'un mot. Et après, on rajoute un autre mot qui précise la classe de ce mot. Voilà. Comme j'ai déjà dit, ça peut être en animal ou bien en vers poétique. À tel point, ça peut avoir les différences. Encore, il faut dire que c'est l'alphabet chinois est le plus ancien alphabet qui soit employé sur notre terre, qui est survécu, parce que les autres alphabets, ils ont péri ou changé de telle façon qu'on ne peut pas les reconnaître. Voilà, par exemple, l'écriture égyptienne a disparu. L'alphabet phénicien a tellement changé quand on le voit avec les Grecs, avec l'alphabet grec, l'alphabet russe, l'alphabet latin, même l'hébreu aussi, on ne reconnaît pas l'alphabet phénicien. C'est-à-dire que les changements sont énormes. Tandis que l'alphabet chinois, voilà, est toujours employé, sauf que le problème consiste qu'il y a des milliers... Phénicien, ça veut dire phénicien? Phénicien, c'est... L'alphabet chinois? Non, l'alphabet phénicien, c'est un alphabet sémitique ou sémite, voilà, qui est l'alphabet père, au sens papa, qui est l'alphabet père à beaucoup d'alphabets européens. Et pour éviter la confusion, je souligne que les Phéniciens étaient un peuple sémite, mais malgré tout, eux, ils ont Sémites, c'est d'où? élaboré. Sémites, ils sont d'où, les Sémites? Ça, nous allons aborder ce sujet quand je vais parler des Hébreux et des Arabes. Ah, d'accord. Donc, l'alphabet phénicien, ça vient des Hébreux et des Arabes. Oui, oui. D'accord, parfait. On peut plus, on peut au contraire, ça veut dire que c'est l'alphabet phénicien qui a donné l'alphabet hébreu,
l'alphabet grec, l'alphabet latin, etc. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu dire sur voilà, ces langues. D'accord, très bien. Allons-y. On va passer maintenant alors au coréen, au tibétain. Non, plutôt au coréen. D'accord, en seconde. Donc, si tu pouvais ouvrir le plan suivant. Un coréen sémitique. Non, le coréen, appartient aux langues altaïques. Voilà, c'est ici. Oui. Allons-y. Voilà, donc revenons à nos langues altaïques qui sont très répandues et qui sont très intéressants. Et même, on a vu la dernière fois que une partie de la Russie était peuplée par les peuples qui parlaient ces langues. Voilà. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais la classification de cette famille n'est pas simple parce que il y avait toujours l'interaction avec la Chine et c'était aussi le problème culturel de la Corée. Voilà, donc il y a au moins deux langues coréennes, de la Corée du Sud et de la Corée du Nord. Voilà, donc il s'agit finalement d'un groupe de langues, surtout si on regarde l'histoire et le passé, mais beaucoup de langues sont mortes et la seule langue vivante, ou plutôt ces deux variantes qui sont vivantes de ce groupe est le coréen. Il est possible que le proto-coréen hypothétique duquel dériveraient les langues et dialectes coréens modernes se soit développé par créolisation dans une société mixte mêlant les apports des habitants primitifs de la Corée et d'immigrants venus d'Asie centrale. La question se pose plutôt si on parle de la créolisation, c'est-à-dire c'est le mélange de plusieurs langues. On ne sait pas, ou plutôt on n'est pas sûr quelle langue on parlait avant l'arrivée voilà, des colons, de ceux qui ont colonisé, qui sont tout simplement arrivés sur le territoire de la Corée. Donc, de nombreux travaux ont proposé de rattacher les langues coréennes ainsi que les langues japoniques aux langues altaïques qui comprennent les langues turques, mongoles et tongous. Typologiquement, la syntaxe sujet, objet, verbe, le verbe qui est à la dernière place. Donc, la morphologie agglutinante et le système de politesse que nous avons vu au japonais rapproche le japonais de langues altaïques, en particulier du coréen. Parce que surtout, comment je dirais, ce système très compliqué de la politesse qui est reflété dans la syntaxe et dans la grammaire. Donc, la grammaire coréenne. La phrase. Le coréen suit la typologie SOV, c'est-à-dire sujet, objet, verbe. Il n'y a ni article, ni genre, ni nombre. Les verbes ne se conjuguent pas selon les personnes je, tu, il. Des Oh mon Dieu, mais particules. c'est de n'importe quoi. Ni Non, mais article, ni genre, ni nombre. Bon Dieu.
mais on verra comment ils se débrouillent. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que ces notions n'existent pas. C'est juste au niveau de la grammaire que ça n'existe pas. Mais bien sûr, ils arrivent à préciser. Ça s'appelle les formes périphrastiques ou descriptives. Ils arrivent à... Il y a d'ailleurs aussi dans certaines langues des bizarreries comme pas possible, comme dans une langue africaine, par exemple, pour exprimer le futur, ils vont dire devant ma poitrine. Pour exprimer le passé, ils vont dire derrière mon dos. Et voilà, il y a des choses très intéressantes sur la Terre et dans les langues. Donc, les particules invariables indiquent la fonction du mot dans la phrase. Par exemple, gage, gaseoyo, la personne du topic, par exemple moi, est allée au magasin. Voilà. Et donc, si nous regardons le point 18, on peut diviser cette construction comme gage et ga seo yo. Voilà. Si tu pouvais monter, s'il te plaît, la page suivante. Si tu pouvais... Attends, je ne t'entends pas. Voilà, la page, la page, maintenant, la page 2. Maintenant, oui, Edouard, je veux te faire une demande, une question. Oui. On est ici dans la page 1 de 17, mais on a 20 minutes pour finir la leçon et donc on n'a pas le temps suffisant pour tout ça. Donc, je vais te demander seulement d'être... bon Dieu, c'est beaucoup de choses, Edouard. C'est beaucoup. Non, ne t'inquiète pas parce que le reste, c'est pour l'hébreu et pour l'arabe, c'est-à-dire pour la leçon suivante. Ah, d'accord, parfait, Donc, parfait. la page 2, donc la phrase que nous avons vue au point 18, gagé et ga. Je vais juste regarder où ça commence l'hébreu et l'arabe. Coréen encore. Quel point? Il faut juste que je... L'hébreu, c'est la page 6. L'hébreu, c'est la page 6. D'accord, c'est le point 89. D'accord, parfait. Ouais, voilà, allons-y. Allons-y, Donc, Edouard. revenons à la page 2. Et donc, je répète la phrase. Gage et ga seo yo. Et on analyse magasin plus datif. Après, aller plus passé. Et après, plus politesse. Voilà, c'est pour ça qu'on divise cette expression en plusieurs parties. Gage et ga seo yo. Voilà, c'est pour expliquer comment ils construisent le sens. Donc, les pronoms personnels usuels. Je, c'est na, tu, neo, il, go. Elle, go, neo. Nous, c'est uri, vous, neo, kui, deul, il, gueule, deul, elle, geun, yeo, deul. Voilà. Maintenant, passons au verbe, le point 29. Oui, merci. Donc, le verbe au coréen. Les verbes ne se conjuguent pas en fonction du sujet, mais du registre de la langue de la phrase. C'est ça la réponse à ta question que tu m'as posée tout à l'heure. Voilà, donc c'est le contexte de la phrase qui indique la fonction du verbe. Parce que, d'ailleurs, on a des parallèles en anglais, on peut en français et parfois en russe quand les verbes ne se conjuguent pas. Et comment on comprend
la conjugaison, c'est en rajoutant le pronom personnel. Donc, la forme donnée dans un dictionnaire se termine par la terminaison da. Et nous allons voir les choses très curieuses. Par exemple, nous prenons le verbe faire. Donc, hada, c'est la forme du dictionnaire. Handa, le forme non passé du registre formel non poli. Après, habnida, forme non passée du registre poli. Après, chae, forme non passée du registre informel non poli. Et chaeyo, forme non passée du registre informel poli. C'est pour voir que dans la forme du verbe, on indique à la fois le temps et la politesse. C'est ça ce qui est intéressant. Voilà, on peut passer, s'il te plaît, à la page 3 pour parler des adjectifs. Les adjectifs se conjuguent comme le verbe. Ça, c'est très, très, très curieux. Voilà, c'est presque... Oui, c'est en japonais, on trouve la même chose, mais c'est vraiment le trait caractéristique et très difficile, pas très difficile, mais assez difficile pour les Européens pour comprendre ce système. Donc, les adjectifs se conjuguent comme les verbes. Et en coréen, il n'y a pas la différence entre les adjectifs et les verbes tels que nous avons en français ou en latin ou en russe ou dans n'importe quelle autre langue. Comme les verbes, la forme du dictionnaire se termine par da. Donc, c'est la même terminaison pour les adjectifs et pour les verbes. Donc, l'adjectif mignon va s'écrire gui, yeop, da, la forme du dictionnaire. Après, gui, yeop, da, forme non passée du registre formel non poli. Gui, yeop, seub, nida, forme non passée du registre formel poli, c'est-à-dire que c'est la même histoire qu'avec les verbes. Gui, yeo, vo, forme non passée du registre informel non poli. Gui, yeo, voyo, forme non passée du registre informel poli. Et on voit la même liste voilà, des caractéristiques aussi bien pour les verbes que pour les adjectifs. Le coréen utilise des particules pour indiquer la fonction des mots, sujet, complément d'objet direct, etc. La particule de thématisation se prononce comme noun. La particule de provenance se prononce comme seo. Alors, je te demande de monter, s'il te plaît, la page vers le point 50. Oui, merci. Oui, Et donc, sauf seulement une observation. On a encore oui. 10 minutes, donc je voulais bien seulement que tu pouvais avancer à les plus principaux, les plus principaux topics, s'il te plaît. D'accord, dans ce cas, nous allons passer... Important sujet. Oui, je comprends. Nous allons passer, tu vois, à la... que je réfléchisse un peu. Que je réfléchisse un peu. Au point 55, s'il te plaît. Ou même 65. Même 65. 65, oui, merci. Donc, l'alphabet Hangul chart. Voilà, donc quand j'ai parlé de la langue chinoise, j'ai dit que la Corée était occupée par les Chinois et donc l'alphabet chinois a été imposé pour les Coréens. Mais c'était très difficile pour le peuple d'apprendre tous les signes chinois, surtout que
les signes chinois ne correspondaient pas à la prononciation coréenne. C'était la majeure difficulté. Et donc, la nouvelle écriture était construite et ordonnée vers 1443 par le roi Sejong le Grand pour les lettrés, pour favoriser l'alphabétisation du peuple et notamment des femmes, puis promulguée par ce même roi en 1446 en remplaçant les caractères chinois utilisés jusque-là. Cette écriture était interdite en 1504 par le successeur de Sejong et enfin réhabilité seulement en 1894. Son emploi se généralise après la Seconde Guerre mondiale et permet d'atteindre très rapidement des taux d'alphabétisation parmi les plus élevés du monde à cette époque et dans les deux Corées. Voilà, donc parlons du contexte. Le 15e siècle, la langue coréenne, avant, donc la langue coréenne s'est développée oralement pendant des siècles, malgré l'existence de la possibilité d'écrire avec l'alphabet chinois. À partir du 6e siècle, voilà, sous l'influence de la Chine et du bouddhisme, le système de transcription coréen en caractère chinois, appelé Yajna en coréen, se sont développés. Voilà, si tu pouvais monter à la page suivante, s'il te plaît. Voilà, donc pour un peu raccourcir les choses, donc j'ai déjà dit que l'alphabet chinois était très difficilement abordable. Et le roi Sejong, une fois déjà, j'ai parlé sur le confucianisme, le philosophe qui était très, qui a inventé une sorte, je dirais, des règles, des conduites, la religion de la conduite terrestre. Et donc, le roi Sejong était adepte de Confucius. C'est pour ça qu'il était très, très docte, très, très savant. Et donc, il a élaboré l'alphabet pour la Corée. Lui, avec les autres grammairiens, en se basant sur l'alphabet tibétain. En se basant sur l'alphabet tibétain, ils ont créé l'alphabet coréen. Et donc, les chercheurs disent que c'est une écriture très scientifique, très analytique, c'est-à-dire c'est très facile à apprendre, c'est très logique, cette écriture, l'écriture qu'ils ont élaborée. C'est très logique, c'est très facile. Et malgré l'interdiction, c'est encore une fois les femmes qui ont sauvé, qui ont participé pour sauver l'alphabet et l'écriture, parce que ils écrivaient les romans, la littérature féminine pour les femmes. Ils lisaient ces romans et donc comme ça, l'alphabet n'était pas oublié. Et malgré les résistances, comme les conditions historiques ont changé, à la fin du 19e siècle, on a eu la renaissance voilà, de l'alphabet coréen et aussi la distinction culturelle voilà, de la Chine et aussi bien l'indépendance culturelle. Voilà, et donc je rappelle que l'alphabet s'appelle Hangul, l'alphabet coréen. Voilà, sur ce point, je peux
finir sur la Corée. Voilà, si tu as des questions, elles sont toujours bienvenues. D'accord. Non, Edouard, j'ai aucune question. Ouais, j'ai seulement une question. Le tibétain, tu as parlé un peu, mais tu veux parler encore un peu du tibétain ou c'est suffisant? Non, je pense que c'est suffisant parce que il est très proche du chinois, sauf que l'écriture est différente. Et j'ai mentionné la question de l'écriture en parlant du coréen et avec les exemples. D'accord, parfait. Alors, c'est ça. Très bien. Et la prochaine leçon, on ira parler alors du l'hébreu et l'arabe, Oui. qui c'est une langue sort de l'hébreu. Voilà, l'arabe. Non, oui, la langue sœur de l'hébreu et qui proviennent des langues sémites. Et C'est aussi mythe. bien que ce sont les ancêtres éloignés, même de l'égyptien. D'accord, parfait. Édouard, donc c'est ça pour aujourd'hui. Et la prochaine leçon, on commence à parler en premier du l'hébreu. Merci Oui, beaucoup, Édouard. c'est toujours un grand plaisir pour moi. Merci. On se voit à la prochaine leçon et merci infiniment d'avoir passé toutes tes connaissances et ça fait un énorme plaisir. Et comme ça, c'est beaucoup de choses, c'est tellement de choses, c'est beaucoup de choses pour une seule fois dans la tête. Donc, je vais euh, répéter, je vais reviser tous ces leçons pour mettre ça, pour internaliser ça dans la tête. Parce que une seule fois en train de regarder les contenus, je pense que ce n'est pas suffisant, donc il faut réviser, il faut faire la révision. C'est ça qu'est-ce que je vais faire. Merci, Edouard. Merci. Ah, je t'en prie.